Bonjour à toutes et à tous. Donc pour remplacer le cours d'aujourd'hui, je vous fais une deuxième vidéo qui va faire cette troisième partie là sur la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, en intégrant donc les corrections des deux activités que vous aviez à faire mardi pour mardi, et en rajoutant quelques éléments de cours. Donc là, je vous remets les titres, je ne sais plus si on les avait notés ou pas. Donc là, on est dans une troisième fonction de la frontière qui est de séparer vraiment des systèmes politiques différents. Alors, vous remarquerez que ça rejoint un petit peu hein, la fonction se protéger, mais c'est un peu différent quand même. C'est-à-dire que on, on est vraiment sur deux modèles idéologiques totalement différents et on va voir que cet exemple de la Corée du Nord, Corée du Sud permet de bien le comprendre. Il y a moins d'échanges en fait, presque même que dans certains cas où il y avait une frontière pour se protéger. Et premièrement, il faut voir que cette frontière est née de la guerre. Et donc là, on va corriger un petit peu ce que vous avez fait à partir de la vidéo. Alors, première chose dont il faut avoir conscience, c'est que le Japon, en fait, était un empire, première moitié du XXe siècle, qui s'est pas mal étendu. Et en particulier, la Corée a été colonisée en 1910. Euh, la Corée, qui à cette époque-là était un seul pays, donc hein, a été colonisée par le Japon. Et je vous mets à gauche une carte de l'Empire japonais en 1942, donc en plein milieu de la guerre, où on voit qu'il s'est très très largement étendu. Donc, à la fin de la guerre, si vous suivez, en août 1945, le Japon perd la guerre, ce qui veut dire que le sort de la Corée revient aux vainqueurs. Et la vidéo que vous aviez à regarder commençait en fait à ce moment-là. Et la première question, c'était justement quelle est la situation de la Corée avant la guerre de Corée. La situation, c'est que la Corée, en fait, elle est un peu coupée en deux. Le nord est envahi par l'URSS. Et comme les Américains veulent aussi occuper la zone, les deux puissances se partagent euh, la Corée en deux, séparent la Corée en deux, en suivant, c'est pour ça que la ligne est complètement droite, vous voyez sur la carte, hein, en suivant le 38e parallèle. C'est-à-dire que cette frontière, elle est décidée par des puissances étrangères sans demander l'avis des Coréens. Et donc, en 1948, c'est là qu'on a la création de deux Corées. La partie, donc ça c'est la correction de la deuxième question, la partie sud est dirigée par Syngman Rhee, bon, la prononciation, hein, je ne sais pas, et la Corée du Nord par Kim Il-sung, qui est le grand-père de Kim Jong-il, qui est le dirigeant actuel. On y revient juste dans la partie d'après. Et ensuite, à partir de la vidéo, je vous avais demandé de compléter cette carte, qui était une carte vide, qui retrace un peu les différentes étapes de la guerre. Alors si on commence vraiment par la légende, les figurés, qu'est-ce qu'on a? Sur ce qui est en pointillé là, ici, c'est la ligne de démarcation sur le 38e parallèle qui a été fixé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qu'on avait sur la carte juste avant. Ensuite, vous avez deux couleurs, le clair et le foncé. Donc ce qui est en clair, c'est ce qui correspond au territoire contrôlé par les Nord-Coréens et leurs alliés. Donc c'est ce qui est ici dans la première étape de la guerre, quasiment tout est contrôlé par les Nord-Coréens, puis ensuite ça s'inverse, puis ensuite on revient sur une situation un peu au milieu, hein, en fait. De la même manière, les flèches, celles qui sont en clair, ce sont les offensives nord-coréennes, donc ici, ici, et les flèches en foncé sont les offensives sud-coréennes, donc celles qui sont ici et également ici. La flèche ici, c'est le débarquement américain, puisque les Américains étaient alliés de la Corée du Sud. Vous avez également les batailles et les bombardements qui sont sur la carte. Le trait noir, donc celui qui ici représente la frontière toujours actuelle, hein, qui est fixée à la fin de la guerre de Corée. Et les petites hachures, c'est la zone démilitarisée. Donc on va voir un peu plus en détail en quoi consiste cette zone. Donc voilà pour la correction de la légende. Et ensuite, chaque petit encadré, l'idée c'était de voir un peu à quelle étape de la guerre ça correspondait. En fait, si on résume, hein, il y a quatre étapes principales. La première, c'est l'offensive nord-coréenne, qui arrive au fait que la Corée du Sud a quasiment disparu à cette date-là, hein. C'est une offensive rapide qui est marquée par des victoires. Ensuite, vous avez une contre-attaque de la Corée du Sud, notamment aidée par les États-Unis, qui amène à la situation inverse, c'est-à-dire il n'y a quasiment plus euh, d'espace contrôlé par les Nord-Coréens. Ensuite, la Chine, qui soutient la Corée du Nord, mène une offensive, ce qui fait reculer à nouveau la limite entre les deux camps. Et une dernière contre-offensive de la Corée du Sud amène à ce statut-là quo au niveau
de la frontière qui est délimitée ici. Voilà pour les 4 étapes. Vous avez enfin à faire le bilan de cette guerre. Le bilan humain est assez lourd. Il y a 2 millions de morts et la zone démilitarisée est toujours présente. Et il y a toujours des tensions entre les deux camps. Ce qui est important surtout en ce qui concerne notre thème vraiment sur les frontières, c'est de comprendre que le front, c'est-à-dire le front au sens militaire, est devenu une frontière avec l'armistice de 1953. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de, il y a pas eu de traité de paix jusqu'en 2018, c'est-à-dire que virtuellement jusqu'en 2018, les deux pays étaient toujours officiellement en guerre l'un contre l'autre. Néanmoins, en 2018, ils ont signé une déclaration conjointe de paix, ce qui veut dire, ce qui était déjà un peu le cas avant, que la frontière, elle reste comme ça. Et donc, on est à nouveau comme un peu avec, enfin, c'est une situation différente, hein, mais comme on avait vu dans le cas du continent africain, on peut dire à nouveau que c'est une frontière de papier, cette frontière, puisque elle a été dessinée sur une carte en une demi-heure, et c'est toujours la frontière actuelle. Et là, pour le coup, comme on avait vu pour le mur de Berlin, par exemple, ça ne tient pas compte, et pour la frontière d'ailleurs, ça ne tient pas compte de la vie des gens, c'est-à-dire que des familles ont été séparées et ne se sont jamais revues. Voilà pour cette première sous-partie qui voulait revenir un peu sur l'histoire de cette frontière. Maintenant, deuxième sous-partie pour voir un peu ce qu'il en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est dans le cas d'une frontière qui est fermée et hyper militarisée. Ce qu'il faut bien noter, c'est que c'est vraiment une seule frontière du monde qui a pour objectif d'empêcher une population de quitter le pays. En l'occurrence, d'empêcher les gens de sortir de Corée du Nord. On a 248 km de frontières fortifiées. Donc là, je vous ai mis deux photos, une qui est dans votre manuel pour vous voyez à quoi ça ressemble concrètement. Et la deuxième photo, prise un peu de dessus, on se rend compte comment cette frontière serpente comme ça au milieu de l'espace et coupe vraiment cet espace en deux. Si on fait un schéma à nouveau, donc on est dans un thème géographique, hein, donc beaucoup de schémas, c'est normal. Si on fait un schéma simplifié, on a ici au centre, donc là, ce que j'ai mis en rouge, c'est la frontière elle-même, ici, la ligne frontière. Mais vous avez une zone qu'on appelle la zone démilitarisée, DMZ, qui fait environ 4 km entre les deux, qui est en fait un no man's land où on n'a pas le droit d'aller, il y a des mines, et on n'a pas le droit d'avoir des armes lourdes à l'intérieur de cet espace. Vous avez, pour fermer cette zone un peu démilitarisée, deux murs avec des barbelés, que j'ai représentés ici et ici. Et ensuite commence une deuxième zone, donc de chaque côté, hein, elle existe, qui est la Civilian Control Line, où on va contrôler tout ce qui s'y passe sur 5 à 20 km, ça dépend des endroits, à la fois les activités et la circulation. Sachant que vous avez donc des miradors avec des caméras et un chemin de patrouille qui se trouve juste derrière. Donc, la zone qui est juste derrière la zone démilitarisée, en gros ça là, c'est une zone qui est pour le coup extrêmement militarisée avec des personnels, des militaires, etc. Et le contrôle s'étend un peu au-delà. Donc, ce qu'il faut rajouter en dessous de ce schéma, donc vous mettez pause, hein, le temps de le faire. Ce qu'il faut rajouter en dessous de ce schéma, c'est qu'on est donc le nom zone démilitarisée qui s'applique vraiment sur les 4 km, là il est un peu trompeur, puisqu'en fait, justement, on est dans une frontière hyper militarisée. Il y a 700 000 soldats nord-coréens, 410 000 soldats sud-coréens, plus des troupes américaines. Et donc c'est hyper militarisé, hyper surveillé aussi. Et ce qui est important à comprendre dans ce cas-là, c'est que c'est pour ça que ce schéma, je voulais le faire comme ça. J'ai mis la ligne ici avec la frontière, puis la DMZ, puis la ligne de contrôle. Mais même si on prend en compte que la zone démilitarisée, on est pour le coup dans une frontière qui est au-delà d'une simple ligne virtuelle, puisqu'en fait, là je vous ai mis une photo satellite. En vérité, cette frontière, elle s'étend sur une largeur assez importante, sur plusieurs kilomètres. Donc là, j'ai mis en rouge hein, la zone qui est vraiment... Ça, c'est la frontière proprement dite, la ligne. Mais en fait, on pourrait considérer que la frontière, elle englobe tout cet espace-là, parce qu'en fait, c'est une sorte de no man's land, on n'a pas vraiment le droit de se rendre. Vous avez un seul point de passage, qui est à Panmunjom, qui s'appelle la zone de sécurité conjointe.
JZA. Donc là, je vous ai mis sur Google Maps où il est situé et puis la vue de dessus de ce bâtiment que vous voyez un peu dans la vidéo, hein, si je ne me trompe pas. Ici, les militaires des deux camps se font face. Donc là, c'est la frontière. Et donc, vous avez des Nord-Coréens, des Sud-Coréens de chaque côté qui surveillent la frontière. Et il y a également une zone qui est celle-là, là. Donc là, c'est pareil, hein, ça c'est la frontière, ici, où l'ONU supervise quand il y a des rencontres éventuellement où les deux camps peuvent se rencontrer. Tout ce qu'on vient de dire s'applique à la frontière terrestre. Mais vous savez maintenant que il existe euh, des délimitations maritimes, même si le terme de frontière maritime est un peu à nuancer, comme on l'a déjà vu. Or, il se trouve que la partie maritime de la frontière, elle est moins claire, enfin moins clairement délimitée, puisque en fait c'est contesté par la Corée du Nord. Là, vous avez en pointillé, à partir d'ici là, euh, ce qui est censé être la délimitation entre les deux zones. Et bon, effectivement, on se rend quand même bien compte que la Corée du Sud est un petit peu avantagée par cette délimitation. Et donc toute cette zone-là qui est en hachure, elle est revendiquée par la Corée du Nord. Donc il n'y a pas d'accord là-dessus, parce que pour le coup, ce tracé-là, il n'est pas remis en cause, hein. Mais ici, oui. Donc cette délimitation maritime est remise en cause à cause d'un tracé avantageux pour la Corée du Sud. Et il y a des tensions qui ont pu être assez fortes, hein. En 2010, il y a eu un navire qui a été torpillé, qui a fait quand même 46 morts. Donc ça remonte à 10 ans, mais il y a quand même eu ce genre d'incident. Voilà pour cette première vidéo. Je coupe en deux, hein, pour que les deux vidéos ne soient pas trop longues. Donc vous prenez ça en note et vous continuez avec la deuxième vidéo. Si vous pouvez m'envoyer toute la prise de notes d'un seul coup, de toute façon vous n'avez qu'un seul fichier que vous pouvez déposer sur Pronote, c'est plus simple pour moi. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas et je vous laisse continuer quand vous pouvez avec la deuxième vidéo.